Le numérique est agile, mais fragile. Il existe beaucoup de risques liés aux emails. Je vais citer donc au moins 4 exemples. Il faut, avant de les énumérer, resituer le contexte, à savoir que la principale des menaces vient des fameux clics de souris que les utilisateurs font justement quand ils reçoivent ces fameux emails. Donc là, on est vraiment sur des critères d'éducation, de sensibilisation et d'information de ces gens à avoir une posture normale vis-à-vis de la réception de ces fameux emails. Alors, les 4 exemples, je prends le premier, qui est le cas classique de phishing, ou hameçonnage en français, qui consiste justement à appâter la personne qui reçoit ces fameux mails à cliquer dessus, quelle qu'en soit la raison, qui peut être une excuse financière, amoureuse, etc. Enfin, toutes les excuses, j'ai envie de dire, bidons sont annoncées pour faire cliquer absolument la personne sur des liens qui vont être cette fois-ci piégés. Alors ça peut être aussi un renvoi sur une pièce jointe qui contient par exemple des codes malicieux, on viendra après. Mais enfin voilà, le but c'est de faire cliquer absolument une personne sur les pièces jointes ou les liens contenus dans cet email. Le deuxième exemple, alors c'est un cas particulier de phishing, c'est ce qu'on appelle bien souvent donc l'arnaque à l'ami à l'étranger. Donc là, on va usurper une adresse email, donc on va se faire passer pour quelqu'un, faisant croire qu'on est son ami et qu'on a des problèmes à l'étranger et qu'il faut absolument faire un virement bancaire, un virement de fonds. Alors, donc là, face à ça, j'ai envie de dire c'est très simple, il suffit de contacter la personne par téléphone, en tout cas par un autre moyen, et de vérifier bien entendu que c'est un faux email, que bien entendu la personne va bien et qu'il n'y a pas besoin de faire de transfert d'argent. Troisième exemple, des prises de contrôle à distance. Effectivement, lorsque les personnes vont cliquer sur l'email, ouvrir la pièce jointe ou cliquer sur le lien qui va les emmener sur l'exécution de code malicieux, donc du code va s'exécuter pour voler donc des informations à l'intérieur de l'ordinateur, de la tablette, du smartphone, de l'ordiphone. Et pas que. Donc ces codes malicieux peuvent servir à faire des rebonds avant de faire une attaque, qu'on appelle par exemple des attaques de déni de service. Ça peut être tout simplement pour renvoyer du spam, ça peut être aussi pour véhiculer des messages ou des caractères pédopornographiques, incitation à la haine raciale, etc., etc. Se cacher derrière une adresse IP avant de commettre en tout cas un délit. Et puis le quatrième et dernier exemple, qui est, bon, à mon avis en tout cas aujourd'hui le plus important, ce sont des attaques qui sont liées à ce qu'on appelle des rançongiciels. Lorsque ces personnes vont cliquer sur ces fameux liens email piégés, elles vont déclencher un mécanisme qui va venir donc chiffrer toutes les données de l'ordinateur, de la machine, et qui ne pourront plus être utilisées par les personnes. En d'autres termes, il faudra que ces personnes payent une rançon pour qu'on lui libère ces données. Elles ne seront plus accessibles, mais bon, elles sont complètement chiffrées. Les rançons sont demandées sous forme de monnaie virtuelle et malheureusement, donc, les payer en tout cas ne garantit pas de récupérer l'intégralité de vos données. Donc pour ce faire, l'ANSSI publie énormément de bulletins d'alerte qui est donc possible de consulter sur son site web et en tout cas fait au moins 4 recommandations pour éviter justement d'attraper ces fameux rançongiciels. Donc sur ces 4 recommandations, la première est quand même très très simple, puisqu'elle concerne donc le bon comportement à adopter. Donc, comme je le disais dans le premier cas de phishing cité tout à l'heure, l'idée donc c'est de ne surtout pas ouvrir un email ou un message qui est douteux. Alors douteux, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec des fautes d'orthographe, ça veut dire qu'il n'est pas sollicité. Ça veut dire qu'il est peut-être mal fabriqué, c'est peut-être un logo où il manque une partie de la photo, etc., etc. Alors on peut apprendre justement à distinguer un email piégé, alors en plus en 2 minutes, en allant sur le site de la Hack Academy, où là, de façon humoristique, avec j'ai envie de dire de l'humour décalé, on comprend très vite ce qu'il faut faire, mais surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc
Alors, en effet, toujours réfléchir avant de cliquer. Voici quelques critères d'attention, donc l'orthographe, la langue utilisée, présentation, l'adresse email de l'émetteur, l'adresse email de réponse, bien entendu, et puis surtout demander confirmation à l'émetteur du mail par un autre moyen. Donc il faut vérifier les adresses réelles des liens affichés aussi dans les messages. Ensuite, la deuxième règle, c'est d'effectuer des sauvegardes régulièrement, mais surtout de les tester. Donc il ne faut pas laisser les périphériques de sauvegarde branchés sur les installations. Il faut bien entendu les sortir physiquement, parce que le ransomware pourrait venir donc chiffrer aussi les informations qui resteraient connectées sur ces lecteurs. Et puis donc les placer en lieu sûr. Voilà. Bon, après, bien entendu, les grandes et les moyennes entreprises peuvent avoir une politique de sauvegarde, ça va avec. La troisième règle, c'est de mettre à jour impérativement tous vos logiciels. Il faut mettre à jour ces logiciels et tous ces outils. Donc ça comprend bien entendu les fameux Windows, iOS, Android, antivirus, mais vous avez tout ce qui est lecteur PDF, navigateur web, et puis toutes les autres applications Java, etc. Il est aussi donc recommandé de désactiver les macros que l'on trouve dans les solutions Office. Donc là, je prends l'exemple d'un outil de messagerie très répandu, donc, que vous voyez à l'écran. Pour désactiver les macros, dans ce cas de figure, vous voyez, je clique sur Fichier, Options, Centre de gestion de la confidentialité, Paramètres du centre de gestion de la confidentialité. Ensuite, je clique sur Paramètres des macros et je choisis la petite ligne Notification pour les macros signés numériquement. Et toutes les macros sont désactivées. Ensuite, la quatrième et dernière règle, pour éviter ces fameux rançongiciels ou ransomware, c'est de ne surtout pas travailler en tant qu'administrateur de son poste. Une fois que celui-ci est configuré, il faut absolument créer un compte utilisateur. Cette procédure, en tout cas, empêche les attaquants de prendre tous les privilèges sur votre ordinateur, et donc ça va ralentir la compromission de votre machine. Voilà, donc en synthèse, je pense que oui, il est possible de se protéger de tous ces cas de figure par des règles simples qui ne coûtent que du bon sens. Vous retrouvez donc toutes ces informations de façon détaillée et puis bien d'autres sur le site de l'ANSSI. De façon générique, sur cette question, je vous recommande 2 documents. Alors pour les particuliers et les grandes entreprises, le guide de bonne pratique de l'informatique et pour les grandes structures, le guide d'hygiène.